Le XXe siècle est marqué par une avancée fulgurante de la recherche scientifique. La physique n'est pas en reste et contribue au développement de technologies nouvelles. Avril 1960. Theodor Neumann met au point le premier laser. 50 ans plus tard, on trouve des lasers partout. Novembre 1971, Intel développe le premier microprocesseur. Depuis, ses performances ont doublé tous les 2 ans de façon étonnamment régulière. Aujourd'hui, le réseau de minage validant les transactions en Bitcoin totalise une puissance qui s'exprime en zettaflops. Quant au micro-ordinateur, il a désormais la puissance d'un supercalculateur du début des années 2000. Le progrès des techniques utilisées pour le traitement de l'information est devenu, sur les 50 dernières années, si rapide qu'il a donné naissance à une véritable révolution industrielle. Celle-ci fait évidemment référence aux révolutions connues au XIXe siècle lors de la domestication de l'énergie, mais elle s'opère à un rythme infiniment plus rapide. Des vitesses de progression incroyables. La progression des performances des dispositifs numériques advient à des vitesses inouïes. Le monde a été confronté à des révolutions technologiques successives. Mais les progrès se mesuraient alors sur une échelle arithmétique, traduisant une amélioration de performance d'un facteur constant chaque année. Depuis 50 ans, les performances des techniques numériques explosent littéralement et suivent des lois géométriques. On n'ajoute plus chaque année un facteur constant aux performances existantes, on les multiplie chaque année par un facteur constant. Pour rendre compte de ce progrès, il faut alors recourir à des représentations logarithmiques qui permettent de retrouver la linéarité des évolutions. Tout le monde connaît la loi de Moore, du nom de l'un des fondateurs d'Intel. Cette loi illustre les effets du progrès technique sur les microprocesseurs. Le nombre de transistors qui s'y trouvent double tous les 2 ans. Cette loi n'est évidemment pas une loi de nature physique, mais un objectif que l'industrie des semi-conducteurs a su respecter durant plus de 40 ans. Elle devrait trouver sa limite avec l'atteinte des échelles moléculaires, mais d'autres solutions permettent vraisemblablement de contourner ce mur physique. La plupart des technologies numériques connaissent des progressions similaires qui conduisent à considérer la loi de Moore ou ses équivalents sur d'autres domaines du numérique comme emblématiques. Infiniment grand et infiniment petit. Exprimées sur les échelles du système décimal, les performances du numérique parcourent 2 échelles. Celle de l'infiniment grand, qui est celle des performances des systèmes. En 10 à 20 ans, on saute d'une unité à la suivante, 1000 fois plus grande. Et l'échelle de l'infiniment petit, celle des échelles auxquelles on travaille la matière. Celle de la miniaturisation qui va de pair avec de moindres consommations d'énergie. La technologie offre actuellement des capacités dépassant le téra et se situe donc entre le péta et l'hexa, tandis qu'elle travaille à des échelles micro ou nanoscopiques. Dire que l'on double les capacités d'un système tous les ans, c'est dire que dans l'année qui vient, on fera autant de progrès que depuis l'origine de ce système. Qui plus est, l'évolution des performances ne conduit pas à des hausses de prix similaires, bien au contraire. Quel que soit le système technique considéré, un ordinateur, un smartphone, une mémoire, un robot, etc., la hausse des performances se fait rarement à prix constant, mais s'accompagne plutôt d'une baisse des prix. Paradoxe de la vélocité. Cette vélocité du progrès technique induit des effets paradoxaux, dont 3 doivent être soulignés. Premièrement, toutes les techniques ne progressent pas à la même vitesse, créant des écarts qui s'affirment très vite du fait de la rapidité du progrès, entre par exemple les technologies logicielles et les technologies matérielles. Cette absence d'homothétie dans le progrès technique conduit à des substitutions fréquentes de techniques dans les systèmes complexes. Elle explique notamment pourquoi, à certains moments, la modularité s'impose pour permettre de substituer des briques techniques au sein même de ces systèmes complexes. Deuxièmement, si le progrès résulte fréquemment d'innovations de rupture, comme l'ont été le laser ou le microprocesseur, l'innovation se présente paradoxalement au quotidien de façon très incrémentale pour contrer des attitudes d'attentisme de la part des agents économiques, tant les consommateurs que les producteurs, et afin de ne pas produire de décalage trop fort en matière de concurrence ou d'usage. Troisièmement, tout projet d'innovation bâti dans un contexte numérique doit anticiper l'univers numérique dans lequel il verra le jour. Cette anticipation est délicate, mais rien ne peut rester égal par ailleurs. En 2025, nos smartphones, nos voitures ou nos robots auront la puissance des plus gros supercalculateurs d'aujourd'hui.
À l'ère de l'information, l'Internet haut débit est devenu un moteur essentiel du développement économique durable et de la création d'emplois. C'est également une condition nécessaire pour lutter contre l'extrême pauvreté et stimuler une prospérité partagée. se dirige enfin vers la sortie. Dans le monde arabe, de sérieux défis restent encore à relever. Le soulèvement du peuple syrien est maintenant aux prises avec une insurrection de plus en plus violente. يدعو الناس للذهاب إلى المطار والتجمع أمام المطار وفي الشوارع وفي الساحات ولنرى ما الذي سيفعله الجيش أمام الشعب. Si nous sommes alors confrontés à des divergences d'opinion, des produits chimiques qui sont libérés dans notre cerveau sont les mêmes que ceux qui essaient d'assurer notre survie lors des situations dangereuses, déclenchent un état défensif quand nous sentons que nos pensées doivent être protégées contre l'influence des autres. Dans cet état défensif, la partie la plus primitive du cerveau interfère avec la pensée rationnelle, et le système limbique peut mettre KO la plupart de notre mémoire de travail, provoquant physiquement une étroitesse d'esprit. Nous le voyons dans les politiques de la peur, dans les stratégies des joueurs de poker, ou tout simplement quand quelqu'un est têtu dans une discussion. Peu importe la valeur d'une idée, le cerveau a du mal à la traiter quand il est dans un tel état. Au niveau neuronal, il réagit comme si nous étions menacés, même si cette menace provient d'opinions inoffensives ou de faits que vous pourriez d'ailleurs trouver utiles et accepter rationnellement.
Bonjour. Bonjour. Guillaume Lecointre, nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est là où vous avez votre bureau et nous sommes dans votre bureau. Alors, on peut dire que vous êtes professeur dans ce muséum, et chercheur en même temps, et chercheur en systématique. Vous êtes un systématicien. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait d'être systématicien? Est-ce que ça veut dire que vous classez les espèces? Oui, c'est cela. La systématique, c'est ce qu'on appelle la science des classifications. Elle se propose de rendre les êtres vivants compréhensibles, intelligibles, dans leur grand foisonnement, à travers une classification. Alors, votre axe principal, c'est d'essayer de trouver des apparentements entre les êtres vivants et au fond des cousinages. Autrefois, on disait toujours, on va chercher les ancêtres, et quand on parlait de la théorie de Darwin, on disait les ancêtres communs aux singes et à l'homme. Et maintenant, quand on examine ce que vous avez fait, que vous faites comme travail, c'est plus des cousinages que des parentements que vous essayez de connaître. L'hypothèse évolutionniste suppose que toutes les formes vivantes sont liées entre elles par des liens de continuité et que leur présence est le fruit d'un processus lent et graduel. Par conséquent, si la théorie évolutionniste était exacte, en la vérifiant, nous devrions normalement retrouver dans les gisements fossiles une multitude de formes transitionnelles qui nous permettraient d'établir des liens de continuité entre les millions d'espèces vivantes que nous connaissons. Or, il n'en est rien. Après l'exhumation de milliers et de millions de fossiles, nous ne trouvons pas de formes transitionnelles, les formes intermédiaires n'existent pas. Les évolutionnistes les cherchent, ils les supposent,
les souhaitent, les imaginent et tentent de nous les faire imaginer. Ils font des hypothèses à leur sujet en essayant de faire des ponts entre les diverses espèces connues. Mais ces liens sont produits beaucoup plus par leur imagination que par les faits, car sur le terrain, rien ne vient confirmer ces suppositions. Ce que nous observons, c'est une discontinuité frappante. Ceci était vrai en 1859, à l'époque de la publication de l'origine des espèces, et demeure encore tout à fait vrai aujourd'hui.
Aujourd'hui, la génétique évoque l'existence d'un Adam scientifique. Des indices microscopiques dans notre ADN relient chaque habitant de la planète de sexe masculin au même homme, un lointain ancêtre commun. Pour comprendre comment c'est possible, nous devons découvrir le paradis perdu de cet Adam scientifique. Pénétrer dans son monde. Nous avons tous une apparence si différente que l'idée même d'une parenté entre tous les hommes semble inconcevable. Difficile de croire que 6 milliards d'êtres puissent avoir le même ancêtre. Désormais, la science nous offre la chance de trouver cet Adam génétique, un ancêtre unique dont l'ADN survit dans chaque homme peuplant la planète aujourd'hui. Des Inuits de l'Arctique aux Amérindiens de l'Amazonie, des nomades du désert aux hommes d'affaires de Wall Street. Spencer Wells, un généticien qui collabore avec le National Geographic, nous emmène dans une quête dont le but est d'identifier l'Adam génétique et de révéler en quoi il était si exceptionnel qu'il a pu engendrer tous les hommes de la planète. Mais comment dérouler une